Aujourd'hui commence une vidéo, disons test, pour Halloween. Et ce micro va vraiment m'ennuyer parce que en fait il fait que bouger. Alors j'espère que vous êtes bien assis confortablement dans votre canapé ou votre lit, car cette petite vidéo, j'ai envie d'éternuer. Car cette vidéo a pour but de, commencer en douceur à vous mettre dans l'ambiance d'Halloween et à vous faire peur. Alors, installe-toi vraiment là où tu te sens le mieux et surtout le plus en sécurité. Et moi, je vais te raconter 11 histoires d'horreur véritables à vous glacer le sang dans les veines. Une vidéo pour vous donner un petit avant-goût de la semaine qui arrive. La semaine prochaine, où il y aura, à partir de dimanche, une vidéo par jour sur le thème d'Halloween et aussi de la peur et tout ce qui peut s'y rapprocher. Commençons les amis. Si vous êtes toujours en quête d'expériences et de témoignages sur le paranormal, le web regorge d'histoires à vous glacer le sang. Mais sont-elles réellement vraies ou de simples légendes urbaines? Quoi qu'il en soit et qu'il s'agisse d'Halloween ou non, nous aimons laisser notre imagination errer dans les endroits sombres et épeurants. Pour vous, voici notre sélection de 11 histoires d'horreur les plus terrifiantes. Barrez vos portes. Première, la gardienne en danger. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance, qui bien sûr la rémunérait convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour
19 heures. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, numéro masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible, et pour cause, l'appel provenait de la 2e ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Deuxième histoire. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Par un beau soir d'Halloween, dans le New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de méchanceté, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans les pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'interrompre le massacre planifié. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes, et l'invita à savourer une généreuse part en dessert. Juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte, l'homme, qui avalait sa nourriture avec voracité et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée: « Mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte ? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa, un peu trop tard, qu'il venait de se trancher
trancher la gorge de l'intérieur avec ses fameuses pommes. Histoire numéro 3. La voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est pliée bien rangée sur le coin du sofa et la jeune femme sembla avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Quatrième histoire, la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir, alors qu'une pluie battante s'abat. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet plusieurs années auparavant.
Histoire numéro 5. Le casse-tête. Installée dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de faire un casse-tête pour passer le temps. C'était la nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Soudain, une impression étrange la saisit. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête et assemblait les pièces, elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon, puis de sa télévision, puis d'elle-même vue de face. De plus en plus fébrile et prise d'une curiosité sans précédent, elle décida quand même de continuer. Ces derniers morceaux qu'elle assembla furent ceux qui illustraient la fenêtre qui se trouvait derrière elle. La toute dernière pièce du casse-tête, quant à elle, montrait le coin de la fenêtre avec le visage terrifiant d'un homme la regardant. Petite histoire numéro 6, la station-service. La nuit était sombre et brumeuse, et Denise luttait pour rester éveillée, alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas, et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'y arrête. Pendant que le commis fait le plein, ce dernier semble très distrait par l'arrière du véhicule. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Alors qu'elle se retrouve seule dans une petite station-service délabrée en plein milieu de nulle part, et que le commis a des comportements étranges, le cœur de Denise bat la chamade. Elle lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi il ne se mettait pas à crier. Pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit : « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis, il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit : « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur et elle vit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Sur le champ, d'un mouvement de bras, il décapita la jeune femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série qui avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture ? Petite histoire numéro 7.
avril 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda deux gars âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents Michael Erich et Stephen Cullen acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série, Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes. Cet autel est dédié à Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stéphane acceptèrent. Une fois Dennis arrivé, les 4 jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCallum rompit le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous des ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions. » McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit et l'immobilisa sur place. Puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime. 11 fois, la lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Dennis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, terrorisé, finit par crier à McCallum. « Arrête, David, arrête, il est mort !» Dans un sursaut, Stéphane parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seuls, David et Dennis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à vie à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut quant à lui condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Histoire numéro 8. Les fantômes d'Alcatraz. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale à sécurité maximale d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions de fantômes. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où 3 détenus, Bernard Coy, Joe Kretzer et Marvin Nutbar, furent abattus le 4 mai 1946 alors qu'ils tentaient
échapper à la vigilance de leurs gardiens et s'évader de la prison. Histoire numéro 9. Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman s'inspire justement de cette légende. Selon certaines versions, la figure effrayante est associée à la Vierge Marie, avertissant les moqueurs de ne pas la déranger. Pour d'autres, elle est le fantôme d'une femme décédée dans un accident de voiture avec son enfant. Il existe également la version qui présume qu'il s'agit d'une sorcière brûlée vive qui a jeté une malédiction sur les villageois, hantant les miroirs pour attaquer ceux qui auraient la folie de l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui se serait suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À l'heure de minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous face à un miroir. Déposez 2 cierges de chaque côté du miroir. Pendant que vous tournez lentement sur vous-même, fixez votre reflet dans la glace. À chaque passage, répétez le nom de Bloody Mary 13 fois. Commencez par murmurer son nom, puis augmentez progressivement le volume de votre voix jusqu'à le crier. Si à la 13e répétition vous criez « Bloody Mary, I killed your baby » Bloody Mary, j'ai tué ton enfant, cela pourrait déclencher la colère de l'esprit et provoquer une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par Hail Mary, vous pourriez voir apparaître Satan dans le miroir. Plusieurs personnes ont cherché à mettre fin à cette légende en tentant de l'invoquer. Une jeune femme, le lendemain de son expérience, était tellement perturbée qu'on ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Une autre personne s'est malheureusement blessée à la hache en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Et une dernière personne a osé tenter l'expérience après avoir averti la police et ses proches. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans la salle de bain. Tenterez-vous de l'invoquer? Perso, je vous conseille pas. Petite parenthèse, on ne joue pas avec les Ouija, on ne joue pas avec ce genre de choses et on ne joue pas avec les esprits. Merci. Reprenons. Histoire et avant-dernière histoire numéro 10. Légende du loup-garou. Tout le monde a déjà entendu parler du loup-garou. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou se métamorphoserait en un immense loup doté de sens surdéveloppés et posséderait soudainement les caractéristiques de cet animal fort et redoutable. Dans cet état, il attaquerait ses victimes, causant parfois de nombreux décès en une seule nuit. Les gens qui verraient les loups-garous comme des créatures diaboliques les pourchasseraient en utilisant de l'eau bénite et des balles en argent, des éléments qui les repousseraient et pourraient les tuer.
transformation d'un humain en loup-garou est attribuée à une morsure faite par un autre loup-garou. La malédiction prendrait effet dès la première pleine lune qui suit cette morsure. Même après la pleine lune, les loups-garous garderaient certains traits bestiaux tels qu'une voix et des yeux modifiés. Une forte pilosité faciale et des sourcils se rejoignant au-dessus du nez. Des ongles légèrement rouges, l'index légèrement plus long, des oreilles plus basses et pointues, ainsi qu'un surplus de poils sur les mains, les pieds et le dos. Au fil du temps, le loup-garou est devenu une figure légendaire, associée à des âmes damnées qui ne trouvent pas le repos dans leur tombe. Certaines légendes évoquent également l'existence de filtres magiques qui pourraient aider les loups à retrouver leur forme humaine. Onzième et dernière histoire. Le manoir hanté. Le père Gagnon et ses frères du village ouvrirent un orphelinat vers l'an 1850. Faute de compétences et à court d'argent, ils décidèrent d'exploiter les nombreux enfants qu'ils accueillirent. Incapables de les nourrir, ils les forcèrent à attirer des sans-abri des villages voisins. Une fois les vagabonds dans l'orphelinat, les orphelins furent obligés de les tuer et de se nourrir de leurs victimes pour survivre. Après de nombreuses disparitions, les villageois découvrirent l'horreur qui se déroulait au manoir. L'orphelinat fut alors fermé et tous les occupants tués sous prétexte qu'ils étaient manipulés par le diable. Le père Gagnon aurait quant à lui brûlé sur le bûcher. Des siècles passèrent et les descendants Gagnon n'osèrent jamais reprendre les terres. Ce n'est que beaucoup plus tard que le petit-fils Tommy voulut changer les choses en transformant l'orphelinat en hôtel. Les travailleurs commencèrent à mourir ou à disparaître pendant les rénovations. Le projet fut abandonné. Le temps passa et vint à l'esprit de Tommy une idée. Utiliser les terres environnantes pour créer un complexe familial agréable. C'est ainsi qu'il créa un refuge animalier, des jeux extérieurs, un parc aquatique, des terrains de camping et un château magique. Il voulait créer un endroit joyeux après les atrocités perpétrées par ses ancêtres. Le site devint rapidement populaire, attirant de plus en plus de visiteurs curieux. Seuls les plus courageux osaient s'aventurer au manoir, qui, selon les dires de tout le monde, était hanté. Tommy autorisa ses intrépides à y aller à condition de signer une décharge de non-responsabilité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs visitent le complexe, mais seuls les plus téméraires osent explorer le manoir, soi-disant hanté. Et vous, oseriez-vous vous y aventurer? Voilà mes chers amis, pour commencer en douceur la période d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré tout détendu, même si peut-être un peu peur, fait un peu peur. En tout cas, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous
gardez l'œil ouvert. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur le thème de je ne sais pas encore quel thème. En tout cas, il sera sur le thème d'Halloween, ça c'est sûr. Vous n'allez pas en avoir assez. Vous allez encore m'en demander, ça tombe bien parce que, eh bien, je prévois de dimanche jusqu'au 31 et peut-être le 1er novembre une vidéo par jour, les amis, pour Halloween. Je vous laisse ici, mes amis. J'espère que vous allez bien. Et quant